Les chroniques des BFM de ce soir mettent l'accent sur le coup de gueule de Pierre Ngolo, président du Sénat congolais, sur les dérives des réseaux sociaux dans la société. Lors de la dernière session ordinaire, quel impact? On en parle ce soir avec Bruni Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Bruni, bonsoir à toi. Bonsoir Gabriel. Après un bon moment de repos. Ah, pas un repos, on a juste pris un peu de congé, le temps de se rafraîchir, le temps de mener encore plus d'enquêtes. Voilà. Bruni, lors de la clôture de la session administrative du Sénat, Pierre Ngolo a dénoncé les dérives des réseaux sociaux. Que faut-il retenir de son message? Mais bien avant de répondre à la question, nous allons suivre l'extrait du président du Sénat. Les réseaux sociaux, puissants vecteurs de communication et d'éducation, privilégient dangereusement l'option de la déshumanisation et font scandaleusement la promotion du vice au détriment de la vertu. Un extrait qui annonce ou bien qui nous parle de la dénonciation, Bruni. Oui, il faut le rappeler, hein, le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo, lance un cri d'alarme, lance un appel à la prise de conscience nationale, et j'ai envie de dire même internationale. Il lance là encore un cri de gueule. Je crois qu'il a vécu de plein fouet les méfaits aujourd'hui des réseaux sociaux. Il n'a pas voulu rester dans un constat passif. Il a préféré agir et interpeller. Voilà. Et là, vous savez que c'est au sommet de l'État que cela se passe. Bien avant le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo, le président de la République, vous vous souviendrez que devant les parlementaires, avait interpellé le gouvernement, sinon avait demandé au gouvernement de gagner la bataille des réseaux sociaux. Le Premier ministre Anatole Kone-Makosso, dans l'une de ses tribunes avec la presse, c'était donc avec beaucoup de colère, avec beaucoup, on va en dire, d'amertume, interpeller la presse, interpeller tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, surtout au niveau du Congo, réellement, d'en faire attention, de savoir ce qu'il faut diffuser. Ça devient donc, quand on regarde le sommet de l'État, le président de la République, le président du Sénat, le Premier ministre, agir de cette manière, ça veut dire que les méfaits, les dérives sur les réseaux sociaux ont atteint des proportions inquiétantes, mais vraiment très inquiétantes. Il faut le souligner. Ce qu'il disait est vrai. On va pas aujourd'hui méconnaître le côté positif des réseaux sociaux. On va en parler. Mais il faut savoir que les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui, avec la mauvaise utilisation, sinon avec l'utilisation que nous constatons pas qu'au Congo, en RDC, surtout avec ce qui se passe en RDC, comment les réseaux sont utilisés, en Côte d'Ivoire, un peu partout, et même à l'extérieur, les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui une arme à destruction massive. C'est sur les réseaux sociaux que nous constatons le véritable blanchiment informationnel, pour ne pas dire le blanchiment d'informations. C'est aussi sur les réseaux sociaux que nous constatons qu'il y a véritablement une perte de repères éthiques depuis quelque temps. On sait que sur les réseaux sociaux, vous avez tout le monde. C'est comme dans nos sociétés. Vous avez des intellectuels, vous avez des chercheurs, vous avez même des femmes qui viennent à un moment donné, qui utilisent les réseaux sociaux comme une vitrine d'exhibition corporelle pour se vendre, puisqu'il y a aussi des prostituées sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi tout le monde, des activistes et autres, et qui occupent cet espace-là pour diverses raisons. Donc, ça devient un espace, un lieu, à la fois, en réalité, qui devait être pour la cohésion, parce qu'il y a des gens qui témoignent d'avoir rencontré leurs épouses, leurs époux, qui témoignent d'avoir trouvé du travail, qui témoignent d'avoir retrouvé leurs amis, des anciens amis sur les réseaux sociaux. En réalité, ça devait nous servir à nous faciliter la vie, mais malheureusement, on constate aussi que depuis quelque temps, ça va dans tous les sens. Facebook devient une véritable jungle morale où
on ne contrôle plus rien, souvent au Congo, où les gens viennent pour s'attaquer, pour régler les comptes. Et c'est une sonnette d'alarme qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Le message lancé par le Pierre Ngolo, il faut le prendre au sérieux parce que dans l'avenir, comme nous disait un ministre philosophe, je peux le citer, Thierry Manguessa, le ministre de l'enseignement technique et professionnel, que finalement, le fait de n'avoir pas écouté les philosophes, aujourd'hui, le monde tend vers sa destruction, vers sa disparition. Et comme il a dit, le président du Sénat, vers la déshumanisation, on a brisé les liens qui nous unissent, on a brisé les rapports sociaux que nous avons, puisque quand on regarde ce qui se dit et ce qui se fait, à un moment donné, on ne sait plus si on est humain ou nous ne le sommes plus. Les réseaux sociaux viennent briser les rapports sociaux. Tu viens de le souligner, Brony Fortuna, ces derniers jours où plusieurs personnalités ont vu leur vie privée exposée sur Facebook. Comment expliquer cette banalisation de l'atteinte à la vie privée? Il faut savoir, par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, que les réseaux sociaux, c'est là où les bas instincts sont très vite servis. Mais on peut comprendre ça sur à peu près 2 volets. Le premier volet, c'est que nous avons un problème de carence, de crise, de déficit d'éducation, on va dire, culturelle. Ou un problème culturel simplement. Parce que je ne dis pas que ça ne fait qu'au Congo, non. Ailleurs, oui, mais vous allez vous rendre compte aussi ailleurs, quand on regarde un peu les pourcentages et ce qui se fait aujourd'hui, d'autres gouvernements ayant compris le côté dangereux, le côté nocif des réseaux sociaux, ont mis en place certaines politiques pour éduquer la population. Mais nous avons malheureusement au Congo tout détruit au point nous n'avons même plus une identité culturelle. Nous n'avons même plus une éducation, on va dire, une identité éducative. J'ai envie de dire que quand le Congolais, au Congo, les frontières culturelles et éducatives étant poreuses, nous absorbons tout, nous avalons tout, nous ingurgitons tout, en fait. Et donc, aujourd'hui, on pense que les réseaux sociaux sont devenus l'espace où nous confondons la liberté d'expression à la liberté de nuire, malheureusement. Et les gens se donnent à cœur joie de s'attaquer aux uns aux autres, de toucher la vie privée des uns aux autres. Alors que, en réalité, loin d'interdire la liberté d'expression, les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut le reconnaître, ont favorisé la liberté d'expression, mais ne devraient pas nous permettre, nous, d'aller au-delà de nos traditions, de nos us et coutumes, même des lois qui existent pour nous pousser, nous, à s'attaquer à la vie privée des uns et des autres. C'est strictement interdit. Je peux me permettre aujourd'hui, par exemple, de dire que tel ministre est incompétent. S'il pense que je dis le contraire, il peut m'attaquer selon la loi pour diffamation, mensonge ou autre chose. Je peux dire que tel ministre a détourné de l'argent. Si je n'ai pas de preuves, il peut m'attaquer à la justice. Et malheureusement, mais si je dis que j'ai vu un ministre aller dormir chez sa deuxième épouse, ou j'ai vu un ministre en train d'embrasser sa femme, j'entre dans la vie privée. J'entre dans la vie privée. Et là, la loi me sanctionne, mais sévèrement. Mais l'éducation faisant, on va dire, défaut dans le pays, dans toute la nation, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des citoyens qui ne savent plus ce que sont nos traditions, ce que sont nos us et coutumes, ce que c'est que la loi, et qui, finalement, se livrent à des tels spectacles où on entre dans la vie privée des gens. Vous avez aussi aujourd'hui ce qu'on appelle, ce que j'ai envie de dire, l'excès de persona. L'excès de persona, c'est qu'à un moment donné, chacun de nous a une sorte d'identité. Chacun de nous a une sorte de persona, ce que nous sommes, nous, publiquement. Mais parfois, pour trop agir, pour vouloir trop paraître, à un moment donné, on est obligé d'agir de cette manière.
On est obligé d'agir de cette manière. Donc, on se retrouve dans ce qu'on vit aujourd'hui, malheureusement. Mais vous savez, les conséquences sont tellement graves qu'aujourd'hui, quand on s'attaque dans nos vies privées, il y a des familles qui sont détruites aujourd'hui. Vous avez des vies professionnelles qui sont détruites. Vous avez des amitiés qui sont détruites et même des vies qui sont détruites. Parce qu'il est difficile sur les réseaux sociaux, de rattraper ce que moi j'appelle la virginité identitaire sur les réseaux sociaux. Quand on a déjà dit que vous avez fait ceci en négatif, vous pouvez demain après-demain vouloir répondre, apporter les preuves. Mais ce serait difficile de toucher tout le monde. Ce serait difficile aussi de convaincre tout le monde. Une certaine opinion, une autre, prendra ou prendrait vos arguments comme des justifications utiles. C'est pour dire, quand on a déjà commis sur les réseaux sociaux, il est difficile de rattraper parfois la virginité identitaire, la virginité sur les réseaux sociaux. Les conséquences sont tellement graves qu'aujourd'hui, les décideurs l'ont compris. Parce que ça ne s'arrête plus qu'aux critiques professionnelles, mais ça entre, mettons, dans les vies privées, où on se rend compte que les photos des hommes et des femmes sont publiées sur la toile avec des commentaires nocifs, avec des commentaires destructifs, avec des commentaires, à un moment donné, j'ai envie de dire, mais qui brisent tous les liens sociaux que nous avons. Voilà, malheureusement. Aujourd'hui, on parle d'activistes, d'influenceurs, mais aussi des mercenaires du net. Qui sont-ils et comment distinguer les uns aux autres? C'est très facile. La distinction, c'est qu'un activiste, c'est celui qui porte une cause, qui défend une cause, qui porte un combat. Je peux prendre le cas du jeune Fred Makita. Je ne dis pas que il est sain, qu'il est propre à 100%, mais le combat qu'il mène fait de lui un vrai activiste. Parce que ce jeune dénonce les détournements dans ce pays. Ce jeune dénonce les corruptions. Ce jeune dénonce l'injustice sociale. Voilà un activiste. Il veut que dans ce pays, qu'il y ait totalement la justice sociale, sinon que l'on lutte contre la justice sociale qui empêche à tous les jeunes Congolais ou à tous les Congolais d'être traités à la même enseigne ou de la même manière. Il dénonce la corruption qui devient endémique, qui devient mais tellement gênante. Dans tous les pays du monde, le Congo de coutume va dire, ok, la corruption ce n'est pas seulement au Congo, oui, mais avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, les détournements à vue vue, où on sait même identifier celles et ceux qui s'y ont impliqués, mais que l'on soit arrêté depuis plusieurs années. Quand on regarde un activiste, il dénonce, il mène un combat pour que la justice soit faite. Ça, c'est un activiste. Un influenceur, c'est celui qui, par sa communauté, par sa notoriété, diffuse certains contenus pour influencer, pour changer la manière de voir les choses, pour changer la manière de se comporter, pour changer la manière de réfléchir. Ça peut être dans le cosmétique, dans l'habillement, dans la musique, dans l'entrepreneuriat, dans, on va dire, dans la santé, l'agriculture. Vous avez aujourd'hui des compatriotes comme Rufin Kinanga, qui est un influenceur dans son domaine agricole et qui aujourd'hui motive des milliers de jeunes Congolais à se donner à cette activité. Vous avez aujourd'hui, dans le domaine de la musique, pas mal des Congolais et même à l'extérieur qui sont des influenceurs. Maintenant, les mercenaires dont on parle. Les mercenaires sont les gens que l'on paye pour s'attaquer à d'autres. Les mercenaires, ce sont ceux pour la plupart qui cherchent le buzz pour le buzz, qui sont dans le scandale pour le scandale. C'est des gens, le matin, ils encensent une autorité, le soir, ils s'attaquent à la même autorité. Mais ça, il faut le savoir que nous sommes malheureusement dans une société, nous sommes heureux que les autorités prennent conscience aujourd'hui des méfaits, des dérives des réseaux sociaux, mais il faut savoir que
plusieurs ministres, sinon quelques ministres, entretiennent ces mercenaires que moi j'appelle les insulteurs publics. Ces insulteurs publics ont facilement accès aux ministres. Vous le verrez, si vous les avez jamais vus, allez chercher, ils s'affichent en selfie dans les bureaux des ministres, dans les bureaux de plusieurs autorités congolaises. C'est souvent à ces mercenaires et à ces insulteurs publics que ces autorités donnent la primeur de l'information. Vous qui êtes journaliste, vous n'êtes même pas informé, mais l'insulteur public ou les insulteurs publics sont déjà informés parce que, ayant gardé un contact permanent avec un ministre ou une autorité, et travaillant avec un ministre, avec une autorité, on lui offre tout. Ces ministres ou ces autorités entraîneraient ces mercenaires dans le but de s'attaquer parfois entre eux. Tel ministre veut éliminer l'autre, veut s'attaquer à l'autre, Comment peut-on aujourd'hui comprendre que certaines informations qui sont confidentielles, qui sont dans les bureaux, se retrouvent dans les mains de ces insulteurs publics? Si ce ne sont pas ceux-là même qui travaillent dans ces bureaux qui les leur donnent à un moment donné. Tous d'une manière ou d'une autre. La loi, par exemple, interdit dans ce pays qu'un attaché de presse, qu'un conseiller en communication ait, par exemple, fasse de l'information. C'est-à-dire que collecte et traitement et diffusion. Un attaché de presse, un conseiller en communication, un média. Mais malheureusement, vous avez dans ce pays des autorités qui entretiennent ces rapports avec leurs collaborateurs et qui, à un moment donné, implicitement, favorisent l'éclosion de ces choses-là. Donc, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui qu'il y ait la montée en puissance de ces mercenaires et des insulteurs publics. Pourquoi? Parce que la plupart des autorités ont relégué au second plan les médias. Je m'explique. Quand vous réalisez un reportage que eux disent être à charge, vous avez dénoncé, vous avez par exemple, Téléka l'a fait plus d'une fois, des promesses non tenues. Ces autorités, au lieu de répondre par un droit de réponse, comme la loi l'exige, utilisent les mercenaires et les insulteurs publics. Mais pas pour répondre sur le contenu de votre document, mais vous attaquez vous dans votre vie privée. J'en étais moi-même victime plus d'une fois. Vraiment victime plus d'une fois, ou pour un reportage, 2, 3, 4 reportages diffusés sur Téléka Média, j'ai été insulté, injurié, mais copieusement sur ma vie privée par les mercenaires et les insulteurs publics. Mais on sait ce qu'ils sont. On les connaît tous. Entretenus par ces gens. C'est pour dire quoi à un moment donné? Ces hommes et ces femmes qui, à un moment donné, qui pensent, ok, aujourd'hui, ils entretiennent ces mercenaires, ces insulteurs publics, au détriment de la presse. Or, la source d'information devait être la presse. Même la source de diffusion devait être la presse. Malheureusement, vous les voyez avec ces gens qui parfois les présentent comme les community managers, en réalité ils ne le sont pas. Vous qui avez l'habitude, par exemple, d'aller dans les conférences de presse périodiques, vous constaterez qu'il y a même certains mercenaires qui sont présentés, les insulteurs publics qui sont présentés comme des journalistes dans ces conférences de presse périodiques, encouragés par quelques membres du gouvernement. Donc, si ça prend de l'ampleur, les autorités, le gouvernement a une part de responsabilité. Parce que, au lieu de promouvoir la presse, au lieu de promouvoir les journalistes, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Le journaliste va appeler pour avoir accès aux médias, accès à l'information. On ne lui en donnera jamais accès. Mais quand un activiste appelle, on dit, OK, finalement, venez, selfie, on donne les informations. Comme intérieur, comme à l'extérieur. Parce que toutes les informations qui sortent sur les uns les autres, qui sont diffusées même à l'extérieur, mais ça part d'un coin, le Congo. Quand on dit, on a vu un tel en train de boire un café dans un coin, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était là, qui l'a fait. Non, mais dans le cabinet de tel ministre, tel élément, tel collaborateur a été viré pour. Qui donne l'information? Ça veut dire que les ministères, les administrations
sont devenus les sources d'information ou d'alimentation de ces mercenaires. Quand le président de la République tient à ce que le gouvernement gagne la bataille des réseaux sociaux, mais à un moment donné, on se demande comment, si les ministres eux-mêmes nourrissent ou alimentent ces mercenaires, ces instituteurs publics. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve dans cette situation qui devient tellement catastrophique. Ce qu'il faut faire, il faut trouver les moyens pour y mettre fin. Les réseaux sociaux, Bruni, tu l'as dit, deviennent un espace de règlement de comptes et de désinformation. Y a-t-il un vide juridique ou un manque de régulation au Congo? Non. De ce côté, le Congo s'est doté d'une loi depuis 2020. Si je ne me trompe pas, 5 juin par là, 2020, une date aussi symbolique. La loi existe, c'est vrai, je pense qu'il faut peut-être la réactualiser parce que quand on regarde à l'extérieur, en Côte d'Ivoire comme au Bénin, la loi fixe les notions. Ça veut dire que définit, aujourd'hui c'est qui c'est qu'on en a parlé, qui est blogueur, qui est influenceur, qui est activiste, à quel nombre de vues vous pouvez être responsable public de telle chose, de telle publication. C'est vrai que cette loi définit quand même quelques notions, mais on est encore loin de réellement cerner les vrais soucis actuels. Mais sinon, la loi existe. Quand vous allez vers l'article 21 de cette loi de lutte contre la criminalité au Congo, il y a aujourd'hui des sanctions sévères contre celles et ceux qui usurpent les identités, qui détournent les comptes des uns des autres comptes numériques, les identités numériques sur les réseaux sociaux, contre les attaques contre les vies privées, donc la diffamation et tout cela. La loi sanctionne, les peines sont sévères. Vous avez parfois entre 1 million à 10 millions à payer. Vous avez des peines d'emprisonnement entre parfois 1 an et 5 ans. Et la loi est là. Mais je pense qu'il faut renforcer parce que la loi, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait les mesures d'application ou les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement ne s'arrêtent pas seulement au niveau des décrets ou encore d'une note simplement. Il faut mettre en place des outils en réalité pour que cette loi soit réellement appliquée, qu'elle soit efficace. Le Congo, c'est vrai, est en train de se battre pour devenir un pays véritablement technologique avec tous les outils qu'il faut. Mais nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui des outils qui existent ailleurs, qui ont la facilité, par exemple, de tracer sur les réseaux sociaux les identités des uns des autres, de tracer les adresses IP ou de découvrir les identités de celles et ceux qui se cachent derrière les faux comptes. Nous n'avons pas encore tout ce qu'il faut aujourd'hui, même si on se dit, bon, on a une structure prévue par la loi qui doit veiller sur les réseaux sociaux sur tout ce que fait, mais on est encore limité jusqu'à ce point. Je ne dis pas que le Congo est capable de détecter ce que je dis, mais on est encore limité en termes infrastructurels. Il faut aussi, à un moment donné, mettre en place une police spécialisée. Là encore, je ne dis pas que la police aujourd'hui est totalement dépourvu ou n'a pas de connaissances. On sait qu'il y a des policiers qui sont très pointus, bien formés dans le domaine des nouvelles technologies, mais il nous faut une police spécialisée, mais réellement spécialisée dans le des nouvelles technologies, dans la lutte contre la cybercriminalité, avec tous les outils technologiques qu'il faut. Il y a plusieurs applications, il y a plusieurs logiciels aujourd'hui qui permettent qu'on trace, qu'on suive, qu'on détecte, qu'on bloque, qu'on arrête certaines informations, qu'on fasse un peu de la vérification d'informations. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Voilà ce que je peux dire. Bruni, vous avez déjà commencé à évoquer quelques pistes de solutions pour faire face à ces dérives. Peut-on attendre quoi encore à l'endroit du pouvoir public, mais aussi des citoyens eux-mêmes pour assainir l'espace numérique au Congo? Je le disais tout à l'heure, il faut que les pouvoirs publics, les décideurs favorisent la démocratie, donc favorisent la liberté de la presse et promeuvent la presse comme telle. Parce que si les journalistes ne sont pas mis en avant dans le traitement, la collecte, traitement et la diffusion de l'information, s'ils n'ont pas accès aux sources d'information, il serait difficile de lutter contre la désinformation, il serait même difficile de mettre un terme à ce qui se fait. C'est vrai, c'est pas possible aujourd'hui d'arrêter tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais il faut
que les décideurs arrivent à le faire parce que aujourd'hui, quelques ministres ne supportent pas la presse, surtout quand elle est critique. Voilà, je l'ai dit en quelques mots tout à l'heure, un journaliste qui critique une autorité, après on lui ferme la porte. Quand on lui ferme la porte, on donne accès à un mercenaire. Et parfois, on demande à un mercenaire de créer un compte pour s'attaquer aux journalistes, je le disais tout à l'heure. Donc, il faut arrêter ces pratiques. Aux populations, il faut savoir que à chaque fois qu'on se réveille chaque matin, il faut aller chercher les informations à la source. Je vais parler de Rosie Piot. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, même dans les églises, quand une église fait un live, un direct, vous avez 200 personnes qui sont connectées. Quand un vrai média, Télé-Congo, Fox, DRTV, fait un direct, Tcheleka, vous avez entre 36 personnes connectées, 100 000, 200, 500, 200 personnes connectées, 1000 connectées. Mais quand un insulteur public se met à insulter publiquement, vous avez 4 000, 5 000, 10 000 connectés au même moment. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les gens ont cédé aux vices, préfèrent les vices que les valeurs. Ce qu'il faut faire chaque matin, c'est de se réveiller. N'importe qui aujourd'hui peut diffuser l'information, c'est de dire, je dois aller vérifier l'information à la source. Est-ce que dit Télé-Congo par rapport à telle information? Oh, bah, après Télé-Congo, vous allez dire, oh, mais ne traite que l'information, ne fait que la promotion gouvernementale. Mais que dit Vox, que dit DIRTV, que dit MCR TV par exemple, que dit Radio Congo, que dit Tcheleka? Mais si vous constatez que vraiment sur ces médias, rien n'est dit sur ce que vous voulez avoir, il faut aller contacter les journalistes individuellement. Vous avez aujourd'hui Rosie Piot qui a toute une agence de checking. Checking, ça veut dire la vérification de l'information. À peine quelques jours, je lui ai demandé de vérifier une information sur le président burkinabé. Il y avait une vidéo qui circulait sur lui, qui serait en France, dans un avion, et une soirée un peu bête. En quelques minutes, Rosie Piot m'a ramené l'information pour dire que c'était fausse. Si vous allez dans son agence, vous allez vous rendre compte aussi sur son site qu'à Brazzaville, il y a une information qui a circulé sur la toile que la ministre Lydia Mikolo serait donc ferait l'objet de poursuites au Canada, voilà, qu'elle serait interdite donc de séjour là-bas. Rosie Piot a vérifié l'information de la source, elle est fausse. Donc, vous avez aujourd'hui la possibilité, même avec les logiciels, les applications pour vérifier les informations. C'est ce que la population doit faire. Et si nous ne le faisons pas, et si nous continuons, nous, à encourager les insulteurs publics, à encourager, j'ai envie de dire, les attaques privées, dans les lieux privés, c'est parce qu'aujourd'hui, ces attaques détruisent les foyers. Ces attaques détruisent, je le disais tout à l'heure, les relations humaines que nous avons. Ces attaques aujourd'hui détruisent des vies. Donc, on devrait tout faire pour nous ressourcer, donc nos traditions, pour savoir que finalement, on est bantou, on a nos us de coutume, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a la démocratie, certes, mais on ne peut pas nous tout détruire, nos traditions, nos valeurs. C'est ce que l'on doit comprendre aujourd'hui, mais malheureusement, c'est un défi de taille, à la fois pour le gouvernement et chaque citoyen, parce que le monde entier, il n'y a pas que le Congo, est envahi aujourd'hui par ces mercenaires, ces insulteurs publics, ces diffamateurs, malheureusement. Mais j'espère que dans l'avenir, si la loi s'applique réellement, si tout ce qu'on a dit sur ce plateau, la police spécialisée et les instruments qu'il faut, on pourrait, d'une manière ou d'une autre, quand les uns les autres sont interpellés, qu'ils soient au Congo ou ailleurs, sur ce qu'ils font, je pense qu'on peut peut-être corriger la société. Sinon, la situation est préoccupante. Merci, Brony. Merci à toi, Gabriel. C'est tout pour ce soir. Nous vous disons un grand merci à vous d'avoir suivi les chroniques des BFM ce soir. Restez connectés sur Tcheleka Média pour suivre d'autres émissions et d'autres débats. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro.